Ils sont en réalité quelques images qui ont été diffusées pendant le State of Play, en attendant un State of Play quasiment dédié à la question qui aura lieu la semaine prochaine, je crois que c'est le 6 février, où il y aura probablement, les rumeurs commencent à circuler sur le fait qu'il y aurait peut-être la possibilité, non la date on l'a, c'est le 29 février, la possibilité qu'il y ait peut-être une démo, mais il n'y a rien de sûr, c'est les prévisions des fans qui disent que oui, s'ils font une grande émission sur Final Fantasy, peut-être qu'ils lâcheront la démo à la fin. Ils ont annoncé du lourd aussi sur Final Fantasy VII, mais littéralement, le jeu devrait faire 145 gigas. Allez, il est plus lourd que tous les jeux réunis de l'année. Non, parce que Baldur's Gate c'est 120 gigas quand même. Hein. Ah oui, mais pas au début. Hein. Et la bonne, tu la sens, c'est dès le début. Tu la sens la bonne mise à jour Day One qui fait 145 gigas non, aussi. dès le début, Baldur's Gate il faisait 120 gigas. Et la nouvelle qui a retenu sur une heure de conférence quasiment une demi-heure, n'est-ce pas hein, c'est le trailer de Death Stranding 2 On the Beach. On dirait presque mon fils. Avec la barbe ouais. Et où on a pu entendre longtemps Kojima parler. Voilà, c'était un peu très long. Tu le fais super bien le longtemps. Ouais, je peux continuer à le faire encore longtemps. Mais il n'y avait pas eu un truc à la dernière émission où il y avait déjà Kojima qui avait parlé longtemps. Oui, mais c'était sur Audi, qui est un autre jeu d'horreur en motion capture. En fait, c'est State of Koji. Ouais, bah au moins on saurait ce qu'on regarde, on pourrait zapper. State of Koji. En toute honnêteté, moi Death Stranding 2, gros mauvais feeling, hein, je vais pas vous mentir. Moi, Death Stranding 1, je l'ai pas fait. Déjà le 1, c'était pas ouf. Enfin, à titre perso, je suis pas fan des simulations FedEx. Bah oui, c'était vraiment ça. Bah oui. Là, t'apportais un colis à un autre endroit. Ah oui, pareil, c'était bien. Hein. Mais j'ai pas vraiment. Alors, le 2, j'attends pas grand chose. J'avoue, là, il y aura un vaisseau en plus ou un truc comme ça. Bref. Uber Eats Simulator 2023. Eh ben, c'est ça. Mais j'avoue que je préfère regarder autre chose sur Twitch. Ouais, vous ne verrez pas Pokémon. Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ça Pokémon, tu connais pas. Du coup, c'est une streameuse. C'est la streameuse la plus suivie sur Twitch. Qui a annoncé qu'elle quittait la plateforme. Donc, ça fait quand même pas mal de bruit. Alors j'avais mis une capture d'écran du tweet en question. J'ai plus que l'image. Bon, ça va pas trop aider, mais globalement... oui, c'est la meuf qui est sur les screens sur l'appli iOS. Ouais. Ah ouais. Ah oui, ça fait mal ça. C'est pire que Ninja. C'est celle qui est souvent dans les mêmes. Ah, mais les Français, quand vous parlez, vous avez trop de charisme. Ouais, bien sûr. C'est comme ça, et puis après, t'as une vieille vidéo d'un clodo qui parle français, et puis du coup, c'est drôle. Mais donc, elle a pas dit ce qui se passait, si elle partait pour une autre plateforme, si c'était pour passer sur autre chose, sur prendre du temps pour elle ou autre. Mais elle a annoncé ça genre hier ou ce matin. Peut-être qu'elle déménage en Corée. Peut-être qu'elle déménage en Corée où il n'y a plus Twitch. Enfin non, le 27 février 2024, ce Twitch arrête ses activités en Corée. Rideau. Parce que ça leur coûtait trop cher et qu'il y a une autre plateforme en Corée qui est plus intéressante, enfin qui existe. Donc les streamers coréens, ils iront... C'est pas qu'ils leur laissent pas de place, c'est que la plateforme qui existe en Corée est coréenne. Oui. Donc et Twitch n'est pas coréen. Oui. Donc au niveau de ce qu'ils doivent payer, au niveau des frais, etc., d'exploitation de la Corée... c'est comme nous avec l'agriculture. Pardon. Non, c'est l'inverse. Peut-être que ça leur coûtera moins cher de s'installer sur Mars. Tout à fait. Non, juste une petite news, c'est le JPL. Ceux qui ne savent pas, c'est le Jet Propulsion Laboratory, c'est le truc, c'est le centre de recherche et de production de la NASA historique, qui a sorti un rapport de 467 pages, je crois, ou un truc comme ça, dans lequel il invite toute l'industrie spatiale à ouvrir le plus vite possible des vols commerciaux vers Mars. Alors, enfin, le plus vite possible, non, c'est pas exactement ça. C'est plutôt tous ceux qui projettent de faire des vols commerciaux vers Mars. En fait, le JPL voudrait, parmi tout cela, sceller des partenariats. Donc c'est un peu rigolo entre guillemets parce que c'est quand même très en avance de phase sur
sur ce dont on parle à l'heure actuelle. Mais ce qu'ils disent, c'est que dans les 20 prochaines années, ils voudraient sceller des partenariats commerciaux avec des gens qui voudraient faire des vols commerciaux vers Mars pour réduire les coûts d'acheminement de matériel, par exemple. Genre, parce que vers Mars, c'est cher, quoi. Ouais, voilà, tu vas sur Mars, tiens, tu peux prendre une valise à moi, tu vois, puis tu la déposes, Sérieux à l'entrée de la gare, quoi, un truc comme ça. Oui, bah oui, c'est ça. En fait, ils veulent squatter le moyen de l'eau, ils veulent squatter la soute du bus. Ouais. Ça, t'as d'autres. S'ils font pas ça, ils vont atterrir sur ça, les gens, quoi. Non, mais ça, tu préfères qu'ils atterrissent là-dessus ou sur un lit de bagages? Ça, c'est notre prochain studio, c'est là. Oui, bah c'est sans moi, les gars. Et tu feras des selfies devant des. Oh, je crois que c'est l'un des derniers cratères. D'ailleurs, le on dirait un trou de balle post-curaçao bleu. Ah oui, mais ouais. Ah, super. Soirée curaçao. Soirée, je trouve. Pardon. Mais t'as pas le droit en plus sur Mars qui fera plus de photos parce que c'est craché là. L'hélicoptère? Ouais. Ouais, alors il s'est pas craché, c'est juste qu'il a disparu. RIP copain. Oh, il a été volé par les Martiens. Exactement. Oh non, il a disparu, il n'est plus fonctionnel. Plus de batterie. Mais il a fonctionné plus longtemps qu'estimé, enfin qu'escompté, je crois, à la base. Mais toujours est-il que, ouais, en fait, t'as plein de programmes différents de partenariat. T'as le fait d'amener du fret, t'as le fait de cartographier et de faire de l'imagerie pendant le voyage, entre guillemets. Etc. Le ciel, les étoiles, le ciel, les... En fait, ils ont déjà un programme de partenariat avec les vols commerciaux sur la Lune. Donc des vols commerciaux sur la Lune, à l'heure actuelle, il n'y en a pas encore, mais il y en a en préparation. Là, je pense qu'en fait, ils sont en train de préparer le fait qu'il y a des gens qui vont préparer des vols commerciaux sur Mars. Ça fait Inception. Du coup, préparation, ça m'a fait rire. C'est exactement le même principe que les gens qui font une réunion pour prévoir une réunion pour prévoir la réunion. Ça s'appelle la France. La frétage vers Mars, c'était pareil. La France du général de Gaulle. Ah non, la France du général de Gaulle, je pense que tu faisais pas des réunions pour prévoir ce qu'on disait dans la prochaine réunion. Oh, non, ils font des réunions pour licencier. Où ils annulent les réunions. C'est un peu ça. Je sais pas si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans l'industrie du jeu vidéo depuis quelques mois. C'est une hémorragie. Ah. Okay. C'est une hémorragie volontaire. Ah oui. Causée par les patrons. Une saignée. Ah oui, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est une saignée. Voilà. Puisque déjà l'année dernière, il y a eu énormément de licenciements. L'année dernière, il y a eu énormément de licenciements. Et cette année, il y en a encore, c'est-à-dire qu'on est au début février et on va quasiment atteindre les 5 ou 7 000 personnes qui ont été... C'est la situation post-Covid ou des trucs comme ça? Non, pas du tout. Non, il y en a quelques studios qui sont qui sont cassés la gueule, mais on va dire, pour faire simple, que Xbox a licencié près de 1900 personnes il y a 15 jours. Pour annoncer une semaine après l'annonce du licenciement que les gars, on a fait 10% de plus de bénéfices. Ah, ça me rappelle des trucs, ça. Donc autant te dire que niveau 1, c'est de la merde. Le truc, c'est que on a plusieurs sociétés, notamment Eidos Montréal, qui avait développé les jeux Deus Ex. Ouais. Et Marvel Guardians of the Galaxy. Qui était vachement bien. Qui ont licencié 97 employés. Ce qui correspond à 20% de leur effectif de base, puisqu'ils comptaient 480 employés. Ouch. Donc ils en ont viré 97. Ce qui fait que le jeu sur lequel ils étaient en train de bosser, je crois que c'est une suite de Deus Ex, n'aura pas lieu. Super. Dans le même temps, on a un autre studio. Alors, tu sais, les licenciements comme ça en masse, c'est dans des tout petits studios, hein. Notamment Blizzard. Blizzard qui avait annoncé en 2022 qu'il faisait un jeu de survie sans pour autant dévoiler le titre. Le truc, c'est que comme Microsoft et Xbox ont licencié 1900 employés chez Xbox, Activision Blizzard et ZeniMax, eh bien le programme est annulé. Il n'y aura pas de jeu de survie Blizzard. Ah ouais. Du tout, puisqu'ils ont viré aussi en partie l'équipe qui bossait dessus. Et notez que cela fait plusieurs années
qui bossait dessus, puisqu'il y Mais a un ouais, jeu bah ouais. qui a été bossé pendant 6 ans, qui a été annulé, notamment à cause de... ouais, à cause des licenciements massifs. Et comme je vous dis, autant pour certains studios qui sont potentiellement petits, dans la merde financièrement, etc. Ok, là on parle quand même d'Xbox, d'Activision Blizzard et compagnie, et on parle de... l'année dernière, on a fini l'année avec plus de 15 000 personnes qui ont été virées, toutes boîtes confondues dans l'industrie du jeu vidéo. Là, rien qu'en une fois, il y en a 97 d'un côté, 1900 de l'autre. On est qu'en janvier. Enfin, c'était que en janvier. Et encore, là, je vous ai parlé de ces deux-là parce qu'il y avait des jeux qui ont été annulés en lien, mais il y en a d'autres qui ont été virés, quoi. Mais est-ce qu'ils rembauchent entre-temps ou pas? Parce que, Alors, genre c'est la grosse inconnue. Les GAFAM, la plupart du temps, c'est un peu le jeu, quoi. C'est fin d'année ou fin d'exercice. Dans 3 mois, on finit l'exercice. Allez, on dégage 10 000 personnes. Comme ça, on a moins de dettes. On est dans le vert. Hop là. Carrément la grosse inconnue, en fait. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été rembauchés derrière. Je n'en ai pas la moindre idée. Ce que je pense, si tu veux, c'est que vu le traitement médiatique qu'il y a eu de ces différentes vagues de licenciements, je suis pas certaine qu'il y ait eu des réembauches derrière. Parce que autant les GAFAM font ça en effet tous les ans, on n'en entend quasiment pas parler. Autant là, depuis septembre 2023, quasiment toutes les semaines, on apprend que machin a licencié 10% de son effectif. Donc je pense que soit il y a un changement progressif du traitement médiatique de ces activités-là, soit il y a un problème. Enfin, dans les deux cas, il y a un problème. Hein, mais voilà. Donc je ne suis pas certaine qu'il y ait eu un embauche derrière. En septembre ou en octobre, je sais plus, en 2023, il y a eu une énorme vague. Microsoft, Amazon. Ils ont tous, même les petits studios, et ça continue encore aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les GAFAM, ils ont viré à balle, et il y a eu beaucoup de battage médiatique autour, quoi. Ce que je veux dire, je pense que c'est malgré tout une espèce de jeu aussi où. Voilà, quoi. Moi j'étais dans une boîte dans laquelle. C'est toujours rigolo d'ailleurs. Où t'es fin juillet, on te réunit à 300 dans une salle et t'as un mec au milieu qui fait: on a fait une super année. Ouh, ça pue. Ouh, ça pue. Par contre, on est enfin. Toi. Voilà. Toi. Ah non, même pas comme ça. C'était plutôt la moitié d'entre eux va nous quitter, dont quelques-uns à partir de ce soir. Merci, au revoir. Mais pour répondre à Der Bavarois, l'économie n'est pas folichonne, les ventes de jeux vont en souffrir. Bah, c'est pas les ventes de jeux qui vont en souffrir en premier, c'est les jeux sur lesquels les développeurs étaient en train de bosser qui ne sortiront jamais. L'exemple le plus flagrant, c'est ce jeu dont je sais plus si c'est celui de Blizzard ou un autre, ça fait 6 ans que les devs sont dessus et qu'il y a eu des trailers, qu'il y a eu des trucs, qu'il y a eu des machins. Le jeu sortira jamais. Imagine Beyond Good and Evil 2. Bon, tu peux l'attendre encore. Oui, c'est toujours en production. Ah, mais en ce moment, je bosse. Un de mes clients, c'est un ancien collègue à moi. Et il a bossé sur le kick-off du tout premier projet BGE2. Ah ouais? Il y a 20 ans. Ou il y a 17 ans, je sais plus. Après, on peut garder l'espoir. On peut garder l'espoir parce que regarde, Baldur's Gate 3, ça fait 23 ans que les joueurs l'attendent. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais il n'y a pas. Et ils n'ont pas travaillé pendant 23 ans dessus. Duke Nukem Forever. Le projet chez Ubisoft de Beyond Good and Evil 2, ça date quoi. Ouais. Bon, allez, on enchaîne. Donc, on passe à la chronique. On a tous vu, on a tous lu, on a tous fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on a vu? On a tous vu Blue Eye Samurai. Et avant de commencer, un petit rappel pour ceux qui nous regardent, que cette nouvelle rubrique qui est là depuis la dernière émission. Et là aussi, deux émissions déjà, exactement. Et là aussi pour que vous nous fassiez des recommandations et on prend ce que vous nous dites de regarder, de faire, de l'autre. Donc là dans la chatroom si vous avez des idées. Dans la chatroom là, dans les commentaires de la vidéo de la rediffusion YouTube et nous on prendra... alors là c'était une proposition du chat de la dernière. Draglink, je crois, qui avait aimé Blue Eye Samurai. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et je vais encore éternuer. Toujours pas. Attention à vos oreilles, messieurs, dames. On enlève le casque et on mute le temps que Thibaut éternue. Il est dans la maîtrise. C'est beau. Blue Eye Samurai, donc c'est une série d'animation. Animation 3D, animation. Elle est grosse cette image. Alors, cette image est super belle, mais pas représentative de c'est un artwork. voir réellement. Oui, non, c'est un artwork. Donc
donc c'est sorti le 3 novembre 2023 sur Netflix. C'est une série quand même pas mal orientée adulte. Hein. C'est même complètement... C'est 16+. C'est classé 16+, mais je pense que c'est parce que Netflix n'a pas de 18. Ouais. Parce que c'est anti... Enfin, c'est contre leur clause de... Il y a du sang et des membres qui volent partout. Il y a de tout. Juste avec ce teasing, vous avez compris. On peut commencer avec ça, par exemple. Oui, alors pas trop... ouais, mais non, je sais pas dans quelle mesure on va se faire strike aussi. Je pense pas. Non, je pense que des démembrements sur Twitch, mon avis, c'est pas comme un pied nu. Un pied nu, non. Mais tu vois, ça, par exemple, tu vas pas te faire strike pour ça, c'est pas possible. Après, c'est un truc de samouraï. Hein. Ça, c'est un coup spécial. Moi, je m'entraîne tous les jours à faire ça. Avec Mitsurugi sur Soul Calibur, c'est ce que je fais. Exactement. Arrière carré. Non, ça c'est Yoshimitsu sur Tekken. Alors, qu'est-ce que c'est donc comme histoire? On suit donc un samouraï qui est globalement donc Misu, ouais, en quête de, on va dire en quête de, j'ai envie de faire du mal à des gens. En quête de vengeance. Ouais, grosse quête de vengeance et donc c'est pendant l'ère d'Edo au Japon. Donc pas une ère où il y avait forcément beaucoup d'étrangers et toute cette partie-là. Et c'était même illégal. Ouais. Il y a eu une fermeture des frontières et il devait absolument pas y avoir d'étrangers sur le sol japonais à cette époque. Et donc ce samouraï-là se retrouve avec des yeux bleus. Donc on se dit, il y a peut-être mais qu'est-ce que c'est donc passé? Petit peu métis, peut-être. Ouais, petit léger métissage. Et il veut buter 4 occidentaux. Voilà, il va rencontrer des gens, les zigouiller beaucoup de gens. Et après, je pense que c'est pas vraiment un spoiler de dire que c'est une samouraï. Oui. Qui se déguise en homme, parce que de toute façon tu le sais dans le premier épisode. C'est à la fin. Mais je trouve que ça a beaucoup son importance pour moi. De pas le savoir ou de savoir? Non, de le savoir. Pour moi, ça a son importance de le savoir. Moi, je trouve que ça tourne énormément autour justement de du rejet qui est double en fait. Du racisme et de la misogynie. Ouais, c'est ça. Du Japon actuel encore. Du monde actuel. Oui, c'est ce que j'allais dire. Encore plus, hein. Oui, en France, on est bien placé quand même. Niveau racisme et misogynie, je pense qu'on est pas mal. Globalement, tout est pas mal. C'est encore différent. En termes de misogynie, on est bien. On est bien logé quand même ici par rapport au Japon. Parce qu'au Japon, une femme ne peut clairement pas faire carrière. Oui, non mais certes. Qu'en France, elle peut faire carrière, elle sera juste pas payée, c'est tout. Oui, c'est ça. Si, elle sera pas payée, mais alors il faut surtout pas qu'elle puisse être en capacité d'avoir des garons, parce que sinon elle fera pas carrière non plus. Hein. Oui, aussi. Bon voilà, de toute façon, c'est la merde partout là-dessus, mais au Japon, par rapport à ce qu'ils vivent dans la série et maintenant, ça n'a pas trop changé. Donc, sauf que maintenant, les gens se font pas découper en morceaux, en théorie. Oui, en pratique, il y a des fois, ça va bien. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Donc c'est une série américaine, donc adulte américaine, écrite par le couple Michael Green et Amber Noizumi. Et c'est animé par la société Blue Spirit, qui avait bossé sur le reboot de Mystérieuse Cité d'Or, qui était pas mal faite du tout. Qui est une société française, Cocorico. Je sais pas ce que Netflix, les séries d'animés, studio français en ce moment, c'est pas. Ah oui, avec Arcane. On s'en rend pas forcément compte parce qu'on le sait assez peu que Illumination c'est français. Ouais. Illumination. Voilà, les petits mignons. mais en réalité, on a un énorme savoir-faire au niveau de ça. Même DreamWorks, je crois qu'à la base, c'était le premier studio. La série des lapins crétins, c'est aussi c'est aussi des Français qui l'animent. Il y a ma cousine qui l'anime. Après, de Lapin Crétin, ça surprend un peu moins vu que c'est Ubisoft derrière. Oui, certes, mais il y a. Enfin, il faut mais pas oui, que de toute façon, il y a un énorme. À Angoulême, déjà, il y a un énorme pôle d'animation. Oui. Et puis, il y a les gobelins à Paris, ils font un moment. Donc l'animation, clairement, je pense qu'on peut en parler. Je déteste les animations 3D.
Clairement, c'est quelque chose qui est... Ah oui. Je supporte pas, tu sais, tous les animes Mais japonais, Ah oui. simulation 3D, parce que pas les films Parce que d'animation. j'allais dire, t'as bien aimé Arcane. Oui, mais c'est pas de la 3D, c'est un peu différent. Ok. Tu vois, sur Netflix, quand ils ont commencé à mettre un catalogue japonais d'animés vraiment Ah oui. typés japonais, Mm. ils faisaient un truc avec de la vieille 3D dégueulasse, et c'était pas beau et tout. Tu vois le lip sync qui marche pas, des animations un peu toutes pétées à la va-vite. Et là, de mon côté, c'est un travail hallucinant. C'est hallucinant de beauté. Oui, Un on est peu d'accord. au même niveau qu'Arcane hein, Ouais, dans un en style termes de... différent, mais Oui, ouais. c'est totalement. C'est moins graphique. Ouais, je c'est trouve. pas autant waouh, Ouais. mais c'est waouh Encore quand que. même. Quoi. Encore que, Ouais, t'as si, si. moins l'envie de mettre sur pause pour faire 1000 captures d'écran, mais Oui, en parce vrai, que, c'est tout aussi wow qu'Arcane, c'est juste un genre complètement différent, quoi. Ouais. moi, je pense que c'est l'aspect technique qui m'a bluffé. Parce que ça pullule de détails partout. Ah, puis les jeux de lumière, Et, les trucs comme ça, ouais. putain, c'est ouf. Quoi. C'était assez bluffant. C'est vrai que c'est pas aussi, on va dire, le côté graphique, concept art que tu retrouves un peu partout sur Arcane. Là, c'est une DA un peu plus réaliste. Mais ouais, le chara design fonctionne bien, l'animation 3D ne m'a pas gêné sur une série de cette taille-là. C'est souvent ça qui me gêne, moi, sur ce type de, de profil, quoi. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que le chara design de Mizu fonctionne. Alors, elle a un charisme proche de l'huître, quoi. Ah oui, Enfin, je veux dire, c'est un truc de malade, quoi. une huître à deux perles bleues. Ah, tu la regardes et enfin, en fait, il y a... Mais c'est aussi fait exprès. Elle exprime aucune émotion. C'est le but du truc, de toute façon. Et elle est toujours neutre. Après, En fait, elle bute des gens, elle fait cette gueule-là. Elle est contente, elle fait cette gueule-là. mais tu vois, après, pour moi, c'est pas une question de charisme, parce que tu Non. souris ou que tu souris pas, tu peux rester charismatique, et je la Oui. trouve extrêmement charismatique en réalité. Ouais. Parce qu'elle a une présence, en fait, à chaque fois à chaque fois, tu sais qu'elle est là, en fait. Mm. Et c'est ça qui fait le charisme, c'est pas de savoir si tu souris ou si t'as pas d'expression. Non, bien sûr. C'est de savoir que elle est à l'écran, point. Moi, en j'ai fait. pas trouvé qu'il y avait une prestance, tu vois, ce côté charisme sur ce perso. Et c'est pour ça que quand j'avais regardé que l'épisode 1 avec Georgina, et on a arrêté l'épisode, on a fait oui, voilà. On a fait, c'était beau, mais pas plus d'atomes crochus avec le perso. Ça faisait très téléphoné, ça dans Samurai Champloo, t'as 800. Enfin, Oui. c'est très classique du Japon là-dessus. Enfin, la représentation animée du Japon historique, féodal, etc. Ah. Donc j'ai Cette pas fameuse vu. thème. Slouch. Genre, regarde, parce Oh, dis que donc. j'aime bien. Mais tu vois, ça en soi c'est classique. Et Ah oui, attends. le chara design aussi, ici, ressemble vraiment au samouraï. J'ai oublié son nom dans Samouraï Champloo, qui est bleu, ses lunettes rondes, etc. Donc Oui. j'étais Ouais, j'étais tout en à mode, fait. il n'y a pas vraiment de parti pris incroyable les personnages ou quoi que ce soit. Là, tu vois, là, je te rejoins. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à regarder, c'est la beauté générale du truc. Et c'est pas tant le personnage que la beauté générale du truc, parce qu'en effet, c'est pas très original. Il y a beaucoup de déjà-vu. C'est une très jolie façon, justement, par contre, d'amener les thématiques du racisme et de la misogynie. Entre autres, parce que, justement, étant donné que c'est classique et parfois déjà vu, bah tu vas avoir un public qui a l'habitude de ce type de truc-là, mais qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir des thématiques dures comme ça, ou juste de parler de racisme, de misogynie, de place dans la société, etc. Et donc du coup, ça peut les amener à cette réflexion-là, et ça, c'est extrêmement bien fait. Après, pour le reste, quand je parlais de charisme, c'est que bah, si tes personnages n'ont aucune présence à l'écran, qu'ils soient classiques ou qu'ils soient pas classiques, bah moi je regarde pas. Bah, c'est pour ça que moi j'avais pas continué. Et quand vous avez dit que c'était le sujet, je fais bon, vas-y, je vais continuer. Et T'as fait tes devoirs. j'ai fait mes devoirs et malgré tout, hein, sur le personnage de Misu, il y a une scène qui est géniale. Alors cet épisode était assez
incroyable, mais c'est sur la manière dont ça raconte. Mais l'épisode suivant, où en gros elle attaque un château, et t'as l'impression que là c'est Elden Ring, en gros. Oui. Oui. Ça affronte tout le château. Elle est très vite dans cet état-là d'ailleurs. Ouais. Et en fait, là, au lieu de me dire putain, c'est ouf, le personnage est trop classe et tout, j'avais l'impression de regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo. Ah. Donc, je contrôler vois le ce que tu veux perso sans Mhm. sans âme en particulier. Alors que les scènes de fight, elles sont hyper belles. La chorégraphie est incroyable. Il y a vraiment plein de trucs. Pour moi, j'ai pas eu. Je me suis pas dit ce perso est trop cool, ça claque. Et j'ai un peu ce regret-là sur un peu tous les persos. Elle a un sidekick à un moment qui est donc un infirme qui a 2 moignons, Oui. qui est un peu rondouillé on va dire l'élément comique de la série. Oui, c'est Kung Fu Panda, Il mais sans est... rien. Oui, clairement. Il est cool, mais j'ai pas eu un coup de cœur sur un perso. Souvent, moi, ce qui me fait accrocher, c'est je me dis ça, ce perso il était vraiment trop cool, j'aime trop, j'ai envie de voir ce qui va devenir. Donc c'est le seul regret que j'ai, on va dire, sur cette série côté personnage. Ouais, Ouais. ce que tu veux dire. Ouais. Après, moi perso, alors j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé Kill Bill. Alors moi, j'avais détesté. Alors moi j'avais Moi bien aussi. aimé. J'ai pas supporté le film. J'ai bien aimé, surtout parce que on avait vraiment beaucoup trop, à mon goût, peu l'habitude d'avoir une nana badass à l'écran. Enfin, depuis Ellen Ripley, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est pas En fait. faux. Oui, c'est C'est vrai pas que faux, oui, c'est pas faux. ça a remis les nanas badass devant. Hein. C'est ça. Donc ça a eu ce mérite-là. Et en fait, j'ai maté ce truc-là, Blue Eye Samurai. En fait, t'arrives à la fin, enfin, c'est même pas t'arrives à la fin, mais au fur et à mesure, tu te dis, en fait, cet élément-là qui m'a plu, qui m'a vraiment plu, qui m'a fait accrocher dans Kill Bill, en fait, tu la mets fois 1000 en fait. Enfin, elle est badass, mais elle est même pas badass. C'est la définition de badass dans le dictionnaire, quoi. Enfin, la nana, voilà, elle défouraille à tout va, mais surtout, elle est, en fait, dans son attitude, finalement, je trouve que c'est presque l'archétype tu sais, du héros américain ténébreux, renfrogné, machin, etc. Je trouve qu'on ressent, on retrouve vraiment cet aspect-là. John Wick, quoi. Tu sais, le héros américain, qui est la plupart du temps est un mec hyper balèze, musclé, machin, etc., qui est un peu cassé à l'intérieur et qui du coup se venge du monde entier, de tous les méchants. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je pense qu'on n'a pas l'habitude, et c'est très très dommage, hein, parce qu'à un moment il faut aussi ouvrir les archétypes, entre guillemets, c'est qu'on n'a aussi pas l'habitude que le héros ténébreux qui a des trucs à cacher, ce soit une femme. Bah oui. Ouais, et donc du coup, c'est aussi ce qui peut être complètement déstabilisant quand t'apprends que c'est une femme, alors tu l'apprends tôt, hein, mais quand t'apprends que c'est une femme et tout, et ben c'est le truc qui peut déstabiliser. Pour moi, c'est le truc où j'étais là en mode ah, trop bien, enfin. Moi, c'est le truc qui m'a fait, enfin, c'est le truc qui m'a vraiment accroché finalement. Le fait de me dire, est-ce qu'ils ont correctement, parce que je pense que ce type d'exercice, tu peux vite le foirer. Ouais, clairement. Très vite. Et En ça 2 peut secondes. vite donner un truc hyper naze. En 2 secondes et demie, tu voilà. peux passer de C'est je ça. mets en avant la misogynie pour montrer que c'est pas bien Ah, je tombe tombe droit dedans. C'est très Exactement. facile. Et là, ils ont réussi à pas le faire. En fait, et c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. L'exercice de funambule est réussi justement Au final, parce que je trouve que c'est limite sous-exploité. Enfin, ou soit c'est. Mais en fait, c'est En pas. fait, non, c'est pas forcément sous-exploité. C'est que pour moi, que ce soit un mec ou une fille, ça change rien à l'histoire. Eh ben, J'ai mais pas justement, je pense que c'est ça qui j'ai est pas suivi le truc de base. Oui, mais le truc de le base, côté c'est ça. misogyne. Enfin, tu sais, le problème que ça a sur elle, on le sent. Alors, c'est parce qu'elle se déguise en mec. en fait, Et qu'elle passe pour un mec aux yeux de tous. Ouais, Tu le sens. c'était en mode conflit interne. Je voyais pas Ah oui. de truc.
On le voit bien sur les autres persos. Tu le sens sur les autres persos, tu le sens en fait sur elle. Tu le sens bien, hein. Et puis tu le sens aussi sur elle parce que le fait qu'elle ait choisi de se grimer en homme pour pouvoir mener à bien sa vengeance, ça en fait partie en fait. Ça veut juste dire que en tant que femme, elle n'a pas le droit à la vengeance en fait. Oui. C'est ça le propos aussi derrière. C'est qu'en tant que femme, elle n'a pas le droit. Et tu le vois bien avec ce personnage-là qui est celle qui avec ce type compose. C'est ça, tu le vois bien avec condition, quoi. Tu le vois bien avec ce type de scène, tu le vois bien avec les autres personnages, avec comment justement le contraste qu'il y a avec les autres femmes en fait qui sont présentes. Et en gros, le propos il est là, c'est ok, tu te déguises en mec, tu fais comme si t'étais un mec parce que si t'es une meuf, t'as pas le droit à la vengeance, t'as pas le droit d'avoir d'état d'âme, tu subis et tu fermes ta gueule. Et c'est là en fait où il est le propos, et le fait que ce soit pas le propos principal et que ce soit un propos annexe, c'est aussi vachement intéressant parce que généralement, quand vous regardez ce genre, alors dans le manga c'est une catastrophe, mais dans le reste des œuvres aussi, quand t'as une femme de ce type de personnage là, la misogynie et compagnie est quasiment forcément le moteur de son histoire. C'est-à-dire que c'est exactement comme si tu mettais un personnage de racisé au milieu de personnages très blancs, son histoire a forcément un lien avec le racisme. Si tu mets un handicapé avec plein de valides, son histoire est forcément en lien avec son handicap, alors que c'est une composante de sa personne et que ça devrait pas être le seul moteur narratif de l'histoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est ça. C'est que tu le ressens par rapport aux autres éléments. Rien, entre guillemets, quoi. Oui, mais c'est super intéressant que ça change rien. Parce qu'en fait, ça change rien et c'est trop bien parce que justement, c'est pas le sujet. Et c'est ça qui est cool, c'est-à-dire que tu le vois par rapport aux autres personnages autour, tu le vois en filigrane par rapport aux propos que de toute façon, si c'est une meuf, il n'y a pas d'histoire parce qu'elle a pas le droit de se venger, point. Et en fait, c'est pas le sujet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en refaisant pas le sujet, bah, tu fais aussi réfléchir à ce sujet-là, en fait. Par rapport et aux autres œuvres qui sont à côté. Oui, en fait, c'est par contraste avec les autres personnages féminins que tu vois qu'elle peut avancer. Et là où c'est intelligent aussi, c'est que c'est par contraste avec les autres personnages féminins dans le Blue Eye Samurai, et c'est par contraste avec les autres personnages féminins dans l'œuvre dans toutes les autres œuvres, en fait. En montrant que c'est possible de pas en faire un sujet, et bah tu montres que tous les autres qui en font un sujet, ils pourraient réfléchir 2 secondes et faire mieux. Et ce que je trouve génial, c'est quand il y a un moment où du coup il y a un flashback sur son passé, un moment où elle a été contrainte entre guillemets d'être une femme aux yeux de la société, enfin, d'une partie de la société, et c'est là où tu t'aperçois que finalement, bah en fait, ça l'a forcément défini pendant cette période-là parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais par contre, c'est pas une question de je me suis battu, je m'en suis sorti, machin, etc. C'est finalement, elle a fait ce qu'il fallait pour que ça semble fonctionner. Ça n'a pas fonctionné pour des raisons débiles. Et finalement, finalement, à la fin, limite, elle fait balai que je me casse, quoi. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Et je trouve ça génial. Parce qu'à partir... En fait... Ça revient pas sur la misogynie, ça revient pas sur c'est une femme, elle peut rien faire, machin, etc. C'est ok, ça n'a pas marché, ça a fait de la merde, et ben je me casse, point, final. Et c'est aussi en ça que ça devient un bon sujet, c'est-à-dire que ok, merci, bisous, au revoir. Ils annulent le truc, quoi. C'est là où ils ont été malins, c'est-à-dire que sur plein d'aspects, et c'est là aussi où ils ont été malins, c'est qu'ils ont ajouté ça sur une œuvre qui est blindée d'archétypes, qu'on a l'habitude de voir, et comme t'en changes que un ou deux dans leur rapport, et bah du coup tu vas capter beaucoup plus de public. Et plus tu captes de public, plus tu vas capter des publics qui si tu leur dis c'est une œuvre féministe, machin, vont pas y aller. Hein. Alors que là, tu leur dis c'est un truc de samouraï, vous allez voir, ça bute des gens à tout va, ils vont y aller. Faut en buter. Et peut-être, ouais, c'est ça. Et peut-être tu fais le kill count, à mon avis. T'as quelques zéros. Et je pense que l'avantage aussi, c'est que ça n'a pas été écrit par des Japonais en mode shonen et tout ça, par les auteurs habituels de toute cette partie-là. C'est ça qui est intéressant en fait. Dans l'écriture, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Et pourtant, je pense, je connais pas assez l'histoire du Japon pour être certain, mais je pense que ça s'inscrit dans un contexte historique. Ah, ça s'inscrit dans un contexte historique. C'est historiquement... je pense que c'est historiquement juste. Historiquement, la fin... non, mais juste... À quelques petits trucs près, non, mais dans le sens où le pays s'est forcément recentré sur lui-même, il a fermé ses frontières, et je pense qu'il y a eu... on est...
globalement, si on peut comparer avec un film qui est lui aussi pas forcément très correct, c'est un peu un équivalent du Dernier Samouraï, donc, avec Tom Cruise. Donc c'est un peu cette partie-là. Donc la fin d'une ère, on sent que ça va bouger sur le monde, quoi, globalement. Ouais, toujours est-il que sur Rotten Tomatoes tout à l'heure, au niveau de la presse, 100%. Tout juste, 100%. Sur 23 articles, 23 critiques, 23 fraîches, quoi. Audience, donc le public, il y a eu plus de 1000 ratings sur Rotten Tomatoes pour une moyenne de 96%. 96% sur Rotten Tomatoes, on est dans le très très haut du panier quand même. Oui. Et sur IMDb, qui est souvent l'un des trucs de notation qui peut être les plus rudes, avec des choses que moi j'aime, souvent. Pardon. Souvent. Il a 8,8 sur IMDb. Elle a, du coup, la série, la saison 1, a 8,8 pour 53 000 notations. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est quand même hyper balèze. Je viens de voir cette scène-là. Enfin, cette scène-là. La construction de cette arme-là. Dans l'épisode d'avant, la scène est hallucinante. Je la trouve géniale. Je trouve l'idée de l'arme, plus la façon dont qu'elle l'amène. Je sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est une arme historique ou pas, sur le fait que le manche peut s'agrandir pour devenir une sorte de lance à la fin. J'ai pas fait de recherche. La scène était dingue et je voulais faire de la recherche. Après, des armes d'ast comme ça, avec une lame longue, ça existe. Il y en a plein. Il y en a plein, mais qui se construit. Qui vient d'un katana. Une sorte de Lego. Je sais pas si ça existe. En fait, j'ai un doute parce que. Après, t'allonges énormément. Tu gagnes un allonge, mais pas en forcément. Et cette scène-là me faisait penser à Kill Bill pour le coup. Moi, le problème, c'est la solidité de ce type d'arme. Oui, mais la nana, elle a passé sa vie, presque toute sa vie, chez un maître forgeron. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais dans la série, je ne dis pas que ça marche. Après, dans la série, réalité, je pense au poids que ça peut faire. Et, dans la réalité, le premier pas, dans le premier combat, elle est morte. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais voilà. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à ce qu'il faudrait pour qu'elle ne meure pas. Et je pense que niveau poids, de fixation, de vis, ou un truc comme ça. Parce que le nombre de choses là, ça s'emboîte comme ça. Non, mais je sais, je l'ai vu la série. C'est sûr que le pire, c'est quand elle enlève les morceaux. Ça fait clong. Tu fais OK. Mais oui, je me posais la question pour la réalité. C'est pour ça. Oui, non, c'est sûr. Ah oui, non, mais je sais. C'est comme à l'heure actuelle, les mecs qui font des combats médiévaux, machin, etc. Et en fait, t'en as certains qui se disent oui, mais les épées, ils avaient des épées genre les espadons de 20-30 kilos. Mais tu peux jamais te battre avec une arme de 20 ou 30 kilos, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors, tu peux te battre avec... C'est la gravité qui se bat, c'est pas toi. Oui, c'est ça. En fait, tu peux te battre avec des armes très très lourdes, parce qu'on en a des écrits médiévaux, etc., du poids, etc., on sait. Par contre, ce sont des armes avec lesquelles tu ne fais que... le but, c'est de la passer au-dessus de ta tête, et après, tu laisses la gravité faire. Et globalement... Il n'y a pas de vrai art martial derrière. C'est un peu compliqué, sauf si t'as un Golgoth de 2 mètres de haut, voilà. Un Golgoth, un truc de 30 kilos, 30 kilos, ça te gère. 30 kilos, ça peut se gérer. 30 kilos, tu peux le gérer. Non, en vrai, 30 kilos, tu peux le gérer. Si t'es entraîné depuis 15 ans à faire ça... ta vie chez un forgeron... Non, t'as des trucs qui se gèrent et t'as des techniques de combat qui sont tu dois avoir en des lien trucs, avec... Non, mais tu dois garder l'amplitude des mouvements, des trucs comme ça, pour ne pas faire d'effort de... Je dois ressoulever comme un bourrin. Oui, puis t'as pas de fourreau pour ce type d'arme non plus, donc t'as pas mal de choses qui... T'as des techniques de combat pour les armes lourdes dans certains traités médiévaux d'armes. Pour le coup, oui, pour de vrai. Bon, alors, est-ce qu'on conclut? Allez, on conclut. Pierre, c'est oui ou non? Moi, c'est oui. C'est carrément oui. Béné, c'est oui ou non? Oui, c'est oui. Ok, oui. Et ben pour moi, c'est aussi oui. Ah bah voilà, nous sommes tous d'accord et dans le bon sens cette fois. Ouais, et c'était vraiment une très bonne série. C'est vrai que
on l'a pas fait tant que ça. Donc, c'est la fin de cette séquence. Si vous avez des recommandations là, dans le chatroom, n'hésitez pas à nous les suggérer, ou dans les sinon en commentaires de la vidéo. sur les réseaux sociaux ou autres. N'hésitez pas. Là, on va enchaîner donc avec nos sujets individuels.